Child. Comment ils ont fait leur cash. L'art de créer une dynastie légendaire. L'histoire secrète des Rothschild. Inamin. Venez, on écoute ça. On se branche. Rothschild, c'est sûrement la plus grande dynastie financière que le monde ait connue. On raconte que leur fortune est si immense qu'elle fait d'eux les plus riches de notre planète. Plus qu'un nom, c'est un mythe qui a traversé les 3 derniers siècles de notre histoire. Alors comment un enfant juif, né dans un ghetto, a-t-il pu faire naître la plus grande dynastie de l'histoire moderne? Issu d'une famille de... On va se poser les bonnes questions là. Là, ça va commencer à sombrer. Let's go, ça va commencer à analyser comment les juifs... ou une famille juive ont pu obtenir tant d'argent, hein? Comment ils étaient autant connectés? Qu'est-ce qui s'est passé? Passer du bas de l'échelle jusqu'au top de l'échelle. C'est fou, ça. Va falloir faire attention, hein? Simple marchand. C'est un terrain très glissant, hein? Il est devenu le banquier des princes, des rois et même des empereurs. Mais derrière cette ascension hors du commun se cache une part d'ombre. Quel pouvoir leur confère cette fortune colossale? Leur permet-elle de tirer les ficelles des grands gouvernements ou même d'orchestrer les guerres à leur avantage? Homme d'affaires avisé, maître de la discrétion et bâtisseur d'un empire tentaculaire, laissez-moi vous conter l'histoire extraordinaire de la famille Rothschild. Nous sommes en 1744, ghetto juif de Francfort, dans la Judengasse, littéralement la ruelle des Juifs. Une ruelle étroite, insalubre, entourée de murs et de portes fermées chaque soir, chaque dimanche et chaque jour de fête. Dans cette rue vivent 3000 Juifs entassés. Parmi ces maisons, une arbore un bouclier rouge, Rothschild en allemand. Ici, les Juifs sont soumis à c'est de là que vient le nom. Des restrictions strictes. Ils ne peuvent pas posséder de terre, ni exercer la plupart des métiers prestigieux comme avocat, notaire, ou même des métiers manuels comme menuisier ou forgeron. Leur survie dépend des activités liées à la finance et au commerce, comme par exemple les prêts d'argent ou de la numismatique. La numismatique, ou l'étude des monnaies, est essentielle dans un saint empire où chaque ville frappe sa propre monnaie. Dès son plus jeune âge, Meyer manifeste un intérêt vif pour le commerce et la numismatique. À 10 ans, il apprend à évaluer des pièces rares aux côtés de son père. Il manipule toutes sortes de monnaies, les florins, les thalers. Il y a juste un truc que j'ai jamais compris. C'est comment les Juifs, avant 39-45, avaient pas un territoire pour eux. Tu vois, ils ont un tracé qui était pour eux dans un pays de l'Angleterre. Mais pourquoi ils n'étaient pas en Israël? C'est juste la question que je me pose. Est-ce qu'ils étaient aussi dans une traite internationale comme la traite négrière? Faut pas dire le N-word sur YouTube et Twitch. Comment ça se fait qu'ils sont pas sur leur pays d'origine? Ou qu'il y a personne? C'est comment ça marche? Moi, je veux cette partie de l'histoire. André, c'est une page de l'histoire qu'on a juste arrachée. Qu'on fait pas trop attention, hein. On parle que très peu. Les louis d'or, les carolus ou encore les ducats. Malgré son âge, la numismatique n'a déjà plus de secret pour lui. Mais la vie ne lui fait pas de cadeau. À 12 ans, Meyer perd ses 2 parents en l'espace de quelques mois. Orphelin, il est confié à des oncles qui reconnaissent son potentiel et décident de l'orienter vers un avenir plus prometteur, la finance. À seulement 13 ans, Meyer est ensuite envoyé à Hanovre comme apprenti chez les Oppenheim, une riche famille juive. À leur côté, il découvre le métier de juif de cour, un statut qui permet aux juifs de jouer un rôle crucial dans l'économie. Dans une époque où les systèmes bancaires n'existent pas encore, ils deviennent les banquiers des princes. C'est grâce à eux que les souverains peuvent financer des dépenses extravagantes comme les bijoux, mais aussi les guerres et l'achat d'armes. Quand il découvre ce statut, il comprend que c'est son échappatoire à la condition. c'est pas, je veux pas dire que c'est drôle, mais je trouve ça un peu bizarre le fait qu'ils soient chassés de partout. Genre, chaque pays ne veut pas d'eux, je comprends pas. Pour moi, ça fait pas de sens. Misérable du ghetto de Francfort. Pour Meyer, le chemin de la liberté et de la prospérité. C'est l'histoire. Tu vois qu'on dit l'histoire se répète à chaque fois. Pourquoi, à chaque moment de l'histoire, il y a eu un engouement où est-ce que le monde avait une perception assez
délicate envers les Juifs. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Un peu le même truc. Est-ce qu'on peut dire le même truc avec les Noirs? Non. On a été persécutés pendant 400 ans. Mais là, on nous a laissé un peu de lousse, là. Là, on est capable de s'intégrer tranquillement. Mais les Juifs, même s'ils étaient au top, on voulait pas les voir au top. C'est ça qui est juste bizarre. La prospérité va passer par la voie de la finance. Après 7 ans d'apprentissage, il retourne à Francfort, dans son ghetto, à l'âge de 20 ans. Il reprend la boutique familiale et vend monnaie et objets rares. Sur chaque pièce que Meyer vend, il empoche une commission de 8%. Grâce à son talent remarquable pour la numismatique, il attire des clients prestigieux. Pourtant, il n'a pas encore rencontré la personne capable de l'élever au rang de juif de cour. Mais une rencontre va bouleverser sa vie. Le général von Herzoff, un aristocrate passionné de monnaie antique. Fasciné par les connaissances de Mayer, le général von Herzoff devient son allié, à tel point qu'il va même lui présenter l'homme qui va changer la vie et le destin des Rothschild, le prince Guillaume IX. À l'époque, c'est l'un des princes les plus riches de l'Europe. Les témoignages décrivent Mayer comme un jeune homme élégant, inspirant confiance. Il arrive rapidement à séduire ce prince. Par la suite, Guillaume IX confiera même au général, l'homme que vous m'avez recommandé n'est pas un sot. Pendant plusieurs années, Mayer fournit des services impeccables au prince. Guillaume est très satisfait de son travail, mais cela ne suffit toujours pas à lui accorder le statut de juif de cour. Mayer n'en peut plus d'attendre. Alors il décide de prendre son destin en main. À 25 ans, il tente une manœuvre très risquée. Il écrit directement à Guillaume IX afin de lui proposer ses services. Ce que redoute Mayer, c'est que le prince prenne mal cette demande qui est plutôt osée. Contre toute attente, la lettre fait mouche. Le prince Guillaume, impressionné par l'audace de Mayer, lui accorde enfin le statut tant espéré de juif de cour. Pour Mayer, c'est une consécration. À seulement 25 ans, il devient donc officiellement le fournisseur du prince. Grâce à son nouveau statut, Mayer Rothschild voit sa richesse croître à un rythme incroyable. Sa petite maison de la Judengasse commence à se remplir de sacs d'or. Ses revenus explosent à tel point qu'il devient l'un des hommes les plus fortunés de Francfort. Mais Mayer voit déjà beaucoup plus grand. À la veille des guerres napoléoniennes, il rentre dans le commerce des chairs à canon. En effet, Mayer gagne des sommes considérables en s'occupant des paiements liés à la vente de soldats arrachés à leur famille et envoyés de force à la guerre comme s'ils étaient des simples marchandises. Plus il y a de morts ou de blessés au combat, plus le système rapporte. Wow, yo, non, ça c'est malsain, ça. Ça, c'est l'effet négatif du capitalisme, bro. C'est que tout est au profit. Tout est pour l'argent. Il n'y a aucune corde sensible. C'est faire de la monnaie, faire de la monnaie, faire de la monnaie. Même si c'est vendre des enfants, même si c'est vendre des soldats, même si c'est vendre des esclaves, on s'en fout. Est-ce que ça rapporte ou pas? Bro, c'est à quel moment on se dit, ouf, slow down, va falloir peut-être reviser nos pratiques parce que ça fait pas de sens. Il n'y a aucune remise en question, c'est à fond sur le bénéf. Hein. Plus ses coffres se remplissent, plus il comprend que pour aller plus vite, il devrait se tourner vers un domaine encore plus lucratif. Comme c'est... Yo, le louche, t'as pas remarqué? Tout le monde est d'accord pour dire que faudrait pas qu'il y ait de la famine dans le monde, hein, faudrait pas qu'il y ait des guerres, faudrait pas qu'il y ait ci, faudrait pas qu'il y ait ça. Mais il y a personne qui veut être anti-système, il y a personne qui va aller à l'encontre du système qui profite à ces gens-là. C'est vas-y, on continue à les servir, à faire ce qu'ils veulent pour leur bénéfice. Là, c'est le système, il est fait comme ça, on n'a pas le choix de vivre là-dedans. Si tu essayes de rediviser l'argent, ah, t'es rendu un communiste, toi t'es avec les autres. Waouh! Où va le monde? C'est à quel moment qu'on ralentit, bro? C'est à quel moment qu'on se dit, yo, je pense qu'on est allé trop loin. Faudrait arrêter tout ça. Mais tu peux pas. Parce qu'il y en aura toujours un pour profiter de ça. Et utiliser ta bonté contre toi. Après ça, c'est complot. Finalement, on t'assassine. Tu sais pas. L'humain est méchant, bro. What? Tout ça pour du cash? Comment, dog? Les prêts. Il trouve alors une solution brillante. Le très riche Guillaume IX est avide mais soucieux de son image. Il voulait prêter à des taux usuriers sans que cela ne ternisse sa réputation car cette pratique était très mal vue à l'époque. Alors Mayer lui a proposé une solution. Les prêts avec intérêt. C'est de là que ça sort. Hein? Utiliser son propre nom afin de prêter l'argent de Guillaume IX.
Le but, exiger des taux importants, sans nuire pour autant à l'image du prince, et en gardant une belle part des profits pour lui-même. Cette idée fonctionne à merveille. Mayer ramasse tellement d'argent qu'il ne se contente plus de prêter les fonds de Guillaume, il émet également des emprunts avec ses propres fonds, à l'image d'une banque. Pourtant, malgré cette ascension vertigineuse, Mayer continue de vivre modestement dans le ghetto, par choix stratégique. Il comprend que l'hostilité envers les Juifs pourrait compromettre sa position. Les gars, j'ai envie de dire, hein. J'ai envie de dire. Mais non. Jamais dépasser le maître. So, au lieu de s'acheter un royaume, au lieu de commencer à flex son argent, hein. Villa, tout ça, machin. Non. Continue à vivre dans le ghetto, tu vois, ils vont rien calculer, ils vont rien comprendre. Ils vont te voir comme le faible. Il est toujours dans sa position. Alors que le gars... Yo, bro. Le gars, il dort sur de l'or, bro. What? C'est ça les tactiques, bro. Yo, vous les voyez, les tactiques qu'ils prennent? C'est trop fou. C'est vraiment mettre les 48 lois de pouvoir en pratique, bro. S'il affichait sa richesse. Pour prospérer, il faut paraître pauvre. Tel est son credo. Sa maison déborde d'or et de marchandises, mais malgré cela, son mode de vie reste spartiate. On peut le dire, Mayer est irréprochable concernant... Alors que t'as des gens, des gros rappeurs, hein, c'est millions de streams, c'est quoi, c'est millions de plaques d'or, platine. Ça flex des grosses chaînes, mais ça a rien dans le coffre. C'est encore dans la misère, ça rappe encore sous le même bâtiment. C'est des gros caisses louées, mais pourtant ça t'appartient pas. Le gars à qui tu l'as prêté, il fait un fou bénéf sur ta tête. Tu lui fais de la pub. Yo, what? Concernant la gestion de son budget. En effet, un budget sain est la base de toute réussite financière. C'est pour cela que sur l'application Finari, nous sommes... Oh ouais, belle pub, hein. Tranquillement, tranquille. Mayer a maintenant 67 ans. Pour créer cette banque à l'échelle européenne, il mise sur ses 5 fils. Le 27 septembre 1810, c'est chose faite. Un contrat d'association qualifié d'irrévocable est conclu entre Mayer et ses fils. Les filles, elles, sont complètement hors jeu sur cet échiquier familial. Même leurs maris et leurs descendants n'hériteront de rien. La stratégie de Mayer rappelle celle mise en place par les célèbres banquiers florentins du XVe siècle, les Médicis. Ces derniers avaient envoyé les membres de leur famille dans différentes villes pour y établir des filiales, des comptoirs de l'économie de l'époque. Comme les Médicis, les 5 fils de Mayer ont baigné dans l'univers bancaire. Ils ont grandi dans la boutique familiale, absorbant les enseignements de leur père, discipline, discrétion et audace. Ils sont donc envoyés dans les 5 grandes capitales, chacune choisie pour son importance géopolitique et économique, et y fondent les branches qui porteront leur nom. Anselm reste à Francfort, gardien du siège historique de la famille, sous le nom de Rothschild Hohenzollern. Salomon s'établit à Vienne, le cœur de l'Empire austro-hongrois, et fonde SM von Rothschild. De son côté, Karl rejoint Naples, un point névralgique pour le commerce méditerranéen, où il crée CM. Yo, attends, Allemagne, Italie, lui il est un peu vers... c'est von Rothschild, je sais pas c'est quel pays ça. L'Hongrie... Von Rothschild, Iffigli. James, certainement le plus charismatique, part pour Paris, où il était... Paris, England... Rothschild, frère. Et enfin, Nathan s'installe à Londres, le centre du monde financier, où il fonde NM Rothschild & Sons. Cette organisation repose sur un principe fondamental, l'unité familiale. Mayer comprend que pour prospérer, ses fils doivent travailler ensemble. Cette volonté de cohésion est représentée sur le blason familial par les 5 flèches, symbole de force, d'indivisibilité. D'ailleurs, petite anecdote, les 5 flèches sont encore aujourd'hui le nom de la partie private equity de Rothschild & Co, 5 Arrows. Parmi les 5 fils, c'est Nathan Rothschild qui occupe une place centrale dans le plan de Mayer. Considéré comme le plus entreprenant et le plus prometteur, il est envoyé à Londres en 1798 à seulement 21 ans. Il emporte avec lui 20 000 livres, une somme colossale pour l'époque. Ce montant représentait plus de la moitié des avoirs familiaux. C'est la preuve de la confiance que Mayer a placée en lui. Mais Nathan n'est pas encore un homme d'affaires accompli. Même s'il est brillant, il arrive dans un pays dont il ne connaît pas la langue et dont il ne comprend pas les mœurs. En plus, il est désordonné et ne tient pas très bien les livres de compte de sa banque.
Son père meilleur le met en garde. Tu as l'intelligence, mais le manque d'ordre peut transformer un milliardaire en mendiant. Nathan se retrouve rapidement confronté à un défi de taille, intégrer les cercles financiers londoniens tout en établissant une réputation solide pour les Rothschild. Et c'est ce qu'il va faire au début des années 1810. À une époque marquée par les guerres avec Napoléon Ier, Nathan réussit un tour de force en devenant le banquier principal de la coalition anti-française. En quelques années, il transfère plus de 40 millions de livres d'or à travers l'Europe, vers des villes comme Vienne, Berlin ou encore Saint-Pétersbourg afin de lutter contre Napoléon. Mais ce n'est que le début. Alors que les guerres s'enchaînent, Nathan voit une opportunité exceptionnelle de consolider sa fortune. Spéculer sur l'issue des batailles décisives. Nous sommes en 1815 et Napoléon affronte les forces alliées à Waterloo. La légende raconte que Nathan aurait utilisé son réseau de messagers afin d'obtenir des informations en avant-première sur l'issue de la bataille. Lorsque son réseau l'informe de la probable défaite de Napoléon, il joue un pari risqué. D'abord, il vend massivement ses actions, ce qui sème la panique sur les marchés londoniens. Les investisseurs pensent qu'il détient une information secrète sur une défaite anglaise et les cours chutent brutalement. Une fois que les cours sont au plus bas, Nathan rachète autant d'actions qu'il peut. Et finalement, lorsque la défaite de Napoléon devient officielle, les cours de la bourse de Londres explosent. Cette manœuvre audacieuse aurait permis à Nathan d'empocher des bénéfices équivalents à 600 millions d'euros au cours actuel. Un exploit qui lui aurait valu le surnom de... Mais non, je viens de comprendre ce qu'il vient de faire. Mais ça c'est de la manipulation, ça. Ça veut dire que tu fais exprès de vendre tous tes actifs pour faire chuter, cracher le marché anglais parce que tu connais les résultats de la bataille et tu rachètes, tu sèmes un peu la terreur dans le marché, tout le monde vend leurs actions, toi tu rachètes tous ces mêmes actions à bas prix. Maintenant, quand l'économie, on apprend la victoire anglaise, c'est comme ça relève l'économie. Yo! Mais vous voyez les tactiques de malin? Yo, eux, ils ont 10 pas d'avance, là. Pendant que tout le monde est en train de jouer aux dames, lui, il est en train de jouer aux échecs, tranquille. Oh my God, this is nuts. De Napoléon de la finance. Il faut quand même un peu nuancer. Cette histoire est certes fascinante, mais les éléments dont nous disposons maintenant laissent penser que c'est en réalité plutôt un mythe. Toujours est-il que la fortune des Rothschild ne fait qu'augmenter. Ils prospèrent partout en Europe. À Londres, à Paris, à Vienne... Ça, c'est tout le temps un mythe, hein, t'es conspirationniste, t'as aucune information valide. Naples ou encore à Francfort, les 5 flèches de Mayer-Amschel s'imposent comme les banquiers attitrés des rois et des gouvernements. En 1836, quand Nathan s'éteint à Londres, il était considéré comme l'homme le plus riche du monde. Malgré sa mort, la dynastie ne faiblit pas. Pendant que le monde de la finance n'avait Dieu que pour ce génie, l'un de ses frères, James Rothschild, œuvrait dans l'ombre en France et écrivait le prochain chapitre de la famille Rothschild. Attends, Rothschild, Rockefeller, est-ce que eux aussi c'est des juifs? En 1830, l'Europe est en pleine révolution industrielle. Des machines à vapeur sillonnent les campagnes et les usines vibrent au rythme des engrenages. Et pour beaucoup, ces avancées inquiètent autant qu'elles fascinent. We're cooked, man. Les locomotives avec leur fumée Quand ils disent que c'est vraiment le 1% qui ont toute la richesse. Frérot. Frérot, come on, man. noirs et leurs sifflements stridents sont vus comme des monstres. Ces monstres menacent la santé et les emplois. James Rothschild, lui, voit bien plus loin. Envoyé par son père Mayer à Paris, il perçoit dans le chemin de fer un potentiel révolutionnaire, relier les grandes villes françaises et européennes afin de propulser l'économie et faciliter les échanges. À une époque où les Rothschild brillent dans les emprunts pour les États, ce pari industriel est risqué et presque incongru. Mais James en est convaincu, cette innovation deviendra le pilier d'un nouvel âge d'or. Mais comment convaincre une société? Tu vois, eux, ils ont le temps d'innover. Pendant que nous, on joue toujours la défense. Tu vois, dans ce game qui est la vie, on est tout le temps en défense, les gars. On essaie de se sortir de la merde qu'on est. C'est-à-dire, nos familles sont un peu dans la misère. On essaie de se sortir de la misère avant de pouvoir prospérer pour les prochaines générations. Eux, sur des générations déjà plus avancées, ils avaient déjà les fonds. Donc, eux, ils sont déjà en mode innovation. C'est quoi la prochaine étape pour avoir l'avance sur les autres générations qui vont voir le jour? Tu comprends ce que je veux dire? Si c'est pas les technologies plus avancées comme les ordinateurs, hein, l'intelligence artificielle,
Eux sont déjà là-bas, loin devant. Pendant que nous, on essaie encore de se sortir de la misère, avoir une job stable, hein, avoir un petit foyer, tout ça. Eux, grâce à la fiducie familiale, ils sont déjà à des 10 000 pas d'avance sur toi, bro. Et ils peuvent prospérer, hein, dans différents commerces internationaux. Pendant que toi, t'es encore au commerce, même pas local. C'est vraiment toi et ta petite famille, bro. Mais non, ça va trop vite. C'est encore méfiant d'adopter une vision aussi bouleversante et choquante. Lancer l'industrie ferroviaire en France n'a rien d'évident. Les élites politiques rechignent à investir, les syndicats s'insurgent et les concurrents financiers cherchent à saboter ses ambitions. Mais quand on te dit que l'histoire se répète, si auparavant, quand il y avait du travail et qu'on ramenait les technologies un peu plus avancées comme tu vois, les usines à charbon, tout ça, et que le monde était révolté parce qu'il y a des gens qui allaient perdre leur travail. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, hein, tout le temps, la vidéo de trombone, là, la vidéo de Ego sur les trombones, c'est exactement ça. Tout pour le bénéfice. Le travail que toi, tu peux faire, ben, ils veulent le remplacer par un robot parce que ça coûte moins cher et qui peut être tout le temps en train de rouler. Et si c'est à couper, hein, des postes, eux, ils en ont rien à foutre. Même s'ils ont déjà des milliards de dollars, hein, en caisse et qui pourraient nous payer convenablement, non, il faut faire encore plus de bénéfices. Donc, on va faire des coupures budgétaires. Vous partez. Nous, on récolte encore plus, surtout sur vos salaires et sur l'efficacité de la technologie. Donc, c'est comme si on triplait, quadruplait nos finances. Pour à la fin quoi? Pour faire juste un peu plus d'argent? Alors que tout marchait déjà bien. Mais what? Wow! Le cash. Mais c'est quoi la limite? C'est quand qu'on arrête? C'est quand que c'est assez? C'est quand qu'on se dit, ah, finalement, yo, 1 trilliard de dollars, on va arrêter ici. Non, toujours plus. Bro, wow. Plonger dans les chemins de fer, c'est accepter de bloquer des sommes astronomiques pour des décennies, un choix radical pour une famille habituée à des investissements rapides et sûrs. Pour convaincre, James joue habilement de son influence. Il transforme ses réceptions dans son hôtel particulier rue Laffitte à Paris en outil stratégique. Dans ces réceptions, des personnalités influentes de l'époque comme Balzac plaident en faveur des chemins de fer. Mais James ne s'arrête pas là. Il emmène ensuite les politiciens observer le succès des chemins de fer en Angleterre afin de leur prouver concrètement la puissance économique du rail. Après des mois de lobbying, il remporte une première victoire, les concessions pour la ligne Paris-Versailles. Mais le chemin est encore long. Le 24 août 1837, la première locomotive s'élance entre Paris et Versailles sous les applaudissements d'une foule émerveillée. Ce succès va galvaniser James. En 1845, il fonde la Compagnie du Nord, un réseau reliant Paris à Lille et par extension à l'Europe entière. Cette entreprise transforme Paris en hub ferroviaire et alimente l'essor économique de la région. Mais James voit beaucoup plus grand. Il diversifie ses activités, métallurgie, exploitation minière et transport de marchandises. Cette nouvelle richesse lui permet d'acquérir des propriétés somptueuses comme le château de Ferrières ou encore l'hôtel particulier de la rue de Florentin. Son hôtel particulier rue Laffitte, lui, devient le centre névralgique d'un empire où ministres et industriels se croisent. Mais en 1848, l'Europe bascule dans le chaos. Les révolutions entraînent des grèves et des sabotages paralyse les réseaux. La Compagnie du Nord, le joyau de James, vacille. À Paris, tout le monde est ruiné, écrit le journaliste Léon Fauché, qui porte bien son nom. Les banquiers tombent les uns après les autres, Rothschild reste seul debout, mais saigné à blanc. Cette incroyable résistance, James la doit à la solidarité indéfectible des 5 flèches, qui représentent l'unité des frères Rothschild. Face à la tourmente française, la branche londonienne lui prête de l'argent pour permettre à la Compagnie du Nord de passer la crise. Une fois sauvée, l'entreprise repart de plus belle. Les profits explosent et James devient une figure incontournable de la finance européenne. Sa fortune colossale lui vaut le surnom, ni plus ni moins, de demi-dieu de la finance. Son fameux hôtel particulier rue Laffitte sera quant à lui qualifié de ministère des Finances de l'ombre. Avec une fortune personnelle de plus de 40 millions de francs, il laisse à ses descendants une responsabilité colossale.
Le décès de James de Rothschild le 15 novembre 1868 marque un tournant décisif. Dernier survivant des 5 frères, son départ marque aussi la fin de l'époque mythique des fameuses 5 flèches. À Paris, Edmond de Rothschild prend la relève. Mais sans l'autorité de James, les divisions deviennent inévitables. Peu à peu, chaque branche commence à privilégier ses propres intérêts plutôt que ceux de la solidarité familiale. En 1863, c'est le choc. La succursale italienne, basée à Naples, fait faillite. Le nouveau gouvernement italien remplace les Bourbons et l'économie locale s'effondre. C'est un coup de massue énorme pour la famille. En effet, c'est la première fois qu'une maison Rothschild fait faillite. Désormais, chaque branche doit se débrouiller seule. Quelques années après, les Rothschild de Londres réussissent un tour de force. En 1875, Lionel Rothschild accorde un prêt au gouvernement britannique afin de lui permettre de racheter les parts égyptiennes. Ça doit être ça à signer avec le diable. Si tu signes un contrat de prêt, GG's. Du canal de Suez. Cette opération est un très gros coup pour sa banque, mais elle est également perçue comme une trahison par la branche parisienne. En effet, la France avait initié la construction du canal et voit cet acte comme une humiliation nationale. Et cette fracture va bien au-delà d'un simple différend financier. Elle marque le début d'une rivalité grandissante entre la branche londonienne et la parisienne, autrefois alliées. Pendant que Londres s'impose sur la scène mondiale, Paris cherche à rebondir en explorant de nouveaux secteurs industriels comme le pétrole. Les Rothschild parisiens parviennent à dominer le marché pétrolier européen. Ils investissent massivement dans les raffineries en Russie et acheminent du kérosène à travers l'Europe. Mais cette suprématie attire un adversaire redoutable. Une autre famille, parmi les plus riches du monde, j'ai nommé les Rockefeller, les fondateurs de la Standard Oil. La guerre entre les deux clans est sans merci. Les infrastructures des Rothschild subissent des sabotages et des pressions commerciales. Les Rockefeller imposent des guerres des prix qui rendent le marché intenable. Leur influence est telle qu'ils imposent leurs règles aux compagnies de chemin de fer, allant jusqu'à interdire le transport des produits des Rothschild. Face à cette concurrence déloyale et à cette pression insoutenable, les Rothschild décident de se retirer du marché pétrolier russe en vendant leur part aux Rockefeller en 1911. Cette décision est perçue comme une humiliation supplémentaire. Et d'ailleurs, les divisions continuent. Les nouvelles générations des Rothschild se tournent vers des horizons on est dans les complots très éloignés de la finance. Walter Rothschild, par exemple, à Londres, se distingue par sa passion pour la zoologie. Il pousse son excentricité à son comble en attelant 4 zèbres pour franchir les portes de Buckingham Palace, étonnant toute la cour britannique au passage. Pendant ce temps, à Paris, Lionel Nathan délaisse aussi la finance pour se consacrer, lui, à la botanique. Il se décrit lui-même comme un jardinier avant tout, considérant le métier de banquier comme un simple loisir. Cette 5e génération des Rothschild renonce à l'esprit pionnier qui animait jusqu'à là la famille. Cette perte d'ambition est critiquée. La nouvelle génération des Rothschild est à pleurer. Pourtant, même si leur influence financière diminue, les Rothschild conservent leur prestige. Malgré les crises, la dynastie résiste donc. Les branches londoniennes et parisiennes maintiennent une solidité importante. Année 1930, l'Europe est en crise. Tensions sociales et économiques exacerbent les idéologies extrêmes. Les Rothschild deviennent des symboles. Pour les communistes, ils incarnent les riches qui pillent les travailleurs. Pour les nazis, leur richesse et leur identité juive en font une cible parfaite. En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne et s'apprête à déclencher la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité. Il commence par annexer l'Autriche, envahit la Pologne. Yo, en passant, je fais pas la promotion de son livre. On s'informe, on apprend en lisant aussi. J'ai fait l'expérience d'aller lire ce livre. Tu vois, il y a une mise en garde juste avant de lire ce livre qui est très importante et à lire. Mais parce que c'est vrai, une fois que tu lis ce livre, des fois tu peux ressentir une émotion genre assez bizarre, une incompréhension à travers le système c'est comme tu remets tout en question. Et faut faire attention pendant la lecture. Moi, je ne condamne pas les pratiques de Monsieur Hitler, mais son livre Mein Kampf, quand il fallait que je le lise par moi-même, tu vois ce que je veux dire. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé un lien PDF, j'ai commencé à lire. Et quand il dit mise en garde avec ce que tu t'apprêtes à lire, c'est réel. Non, pas condamne, c'est genre, je ne fais pas la promotion de ce qu'il écrit ou ce qu'il a fait. Genre, en anglais, on dit condone. I don't condone this type of behavior. Genre, je ne cautionne pas, voilà.
C'est exactement ça. Caution, condone. C'est exactement ça. Ouais. Je l'ai lu. Et quand ils te disent, ça te crée des émotions, t'es là, tu sais pas quoi ressentir, mais c'est apprendre à la légère. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, moi je le lisais à titre informatif, mais ce livre-là, je sais pas s'ils le font lire à des grands scolaires ou quand t'es à l'université, dépendamment les livres d'histoire, peut-être qu'ils te le font lire. Et yo, la mise en garde au début, quand ils te disent ça peut chambouler, yo, c'est vrai, bro. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Non, mais je peux pas paraître pour le méchant si ce livre-là, il est public et tout le monde peut y avoir accès. C'est pour ça qu'il y a plus de censure aujourd'hui. Tout le monde devrait être capable de lire tout et n'importe quoi. Comme bon leur semble. C'est ça la liberté des droits, la liberté, l'égalité, toutes ces affaires-là. Donc si le livre, il est mauvais, ben, on doit être capable de le lire aussi pour apprendre pourquoi il est mauvais. Mais pendant la lecture de ce livre, ah non. Il dit quoi? Le livre, ça revient à prendre toutes les théories du complot que tu peux avoir. C'est beaucoup de questionnements sur pourquoi les Juifs sont autant bien placés. Il y a toutes des leçons d'histoire. Frérot, une fois que tu lis, c'est vraiment, c'est bizarre. Je pourrais pas te l'expliquer. Il faudrait juste que tu ailles le lire. Et j'en fais pas la promotion. Mais pour comprendre à quel point une fois que tu le lis, t'es comme, ah, il dit des trucs à la fois vrais, mais à la fois, faut pas trop s'enfoncer dans ce genre de théorie. Sinon, tu deviens exactement Roi Enoch et Frisk Corleone, bro. Mais c'est de l'information que tu peux y avoir accès tout de suite là, comme ça, là. Ouais, il y a des trucs racistes aussi là-dedans. Mais, tu vois, ils te disent que Hitler aurait pas aimé les Noirs, il aurait été contre les Noirs et tout. Mais c'est pas écrit, ça. Ça, c'est des théories, c'est juste dit verbalement. Est-ce qu'il y a des traces de ça? Genre, quand j'ai vu les pratiques, justement, en Asie, ça disait, je pense que c'était les handicapés, les homosexuels, les juifs, puis il y avait des triangles selon, tu vois, parce que il y a l'étoile de Juda, c'est deux triangles, tu vois, inversés. Donc, selon la couleur, t'avais une appartenance, mais il y avait rien qui nommait les noirs, dans le fond. C'est pour ça que si tu dis ça, mais c'est pas l'information valable, c'est juste du dit, moi je prends pas ça pour du cash. Il faut que j'aille le trouver. Il y a une information quelque part qui le prouve, non? Mais je le trouve pas, donc je peux pas prendre ça pour du cash. Mais je vous dis, une fois que tu lis ça, tu te sens bizarre après, je te dis. Pologne, et en 1940, il envahit la France, plongeant l'Europe dans le chaos. Certains membres des Rothschild choisissent de fuir le pays, tandis que d'autres, comme Guy de Rothschild, s'engagent afin de défendre le pays. Officier dans l'armée française, il combat sur le front. Mais vous voyez pas l'histoire que je vous dis qui se répète? C'est même dans la Bible, tu vois, quand ils sont chassés d'Égypte et que le pharaon, il tient à capturer, je sais pas, les Juifs de là-bas, alors que pourtant les Juifs avaient il y avait des personnes bien placées, oui, il y a eu de l'esclavage, mais genre, c'est comme une histoire sans cesse, où est-ce qu'ils sont chassés, on veut hein? Dis-toi, le H voulait parquer les Juifs à Madagascar. Tu vois, je te dis, une fois que tu lis, tu te sens bizarre. Avant la débâcle de 1940. Faut faire attention. Lorsque Paris tombe aux mains des Allemands, les Rothschild deviennent donc des cibles évidentes. Le régime nazi et le gouvernement de Vichy organisent un véritable pillage. Le château de Ferrières et l'hôtel particulier de la rue de Florentin sont réquisitionnés. Même les entreprises familiales sont saisies. Les œuvres d'art, parmi lesquelles des tableaux de Vermeer, Rembrandt ou encore Goya, sont confisquées. 42 caisses remplies de ces trésors partent pour l'Allemagne. La moitié de ces caisses sont destinées à Hermann Göring, le lugubre bras droit de Hitler. Plus d'un siècle d'investissement sera pillé en seulement quelques mois. La première chose qu'ils font, ils ont les adresses. Vous avez remarqué, c'est que la perception du monde, une fois que tu dis que t'as lu ce livre, c'est genre, t'es
t'es pas quelqu'un de bien ou t'es antisémite parce que t'as lu un livre qui est disponible à tous. C'est-à-dire tous ceux qui ont lu ce livre sont antisémites. C'est pas censé marcher comme ça. On est censé s'informer et voir pourquoi il avait ce mode de pensée. Même quand t'as une maladie mentale, avant de te foutre dans un institut, ils te font une analyse. Ils regardent si ta façon de réfléchir, d'où ça sort, c'est quoi la source. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu analyses ce livre, tu vois comment le monde y marche. Je te dis, tout est connecté. Quand je te parle de l'histoire de l'Égypte, hein, si tu as lu la Bible, ce qui s'est passé avec les Israéliens à l'époque en Égypte, ensuite, tu dis que ça recommence. Les royaumes qui chassaient les Juifs un peu partout, jamais un domicile fixe, mais il dit ça dans son livre. Pourtant, chaque Juif est dans un pays différent, parle la langue du pays, mais se cache sous l'identité d'une religion. C'est comme, tu peux pas non plus comprendre c'est quoi leur religion. Ils ont une langue, ils ont une langue qui parle comme toi, mais une culture comme toi, mais pourtant, ils ont une distinction de toi parce qu'ils sont juifs ou leur religion, ou ils disent, finalement, c'est pas la religion, c'est le sang, si t'es pas descendant. Mais c'est quoi au final? C'est tellement flou que tu comprends rien. Et c'est ça, plus c'est flou, plus le travail, il marche. Parce qu'à la fin, tu sais pas ce que tu cherches. C'est le truc le plus incompris. Il y a des gens qui se posent la question, il y a des gens qui ont peur des représailles. Donc, ils vont même pas s'aventurer là-dedans. Moi, j'ai juste lu, à titre informatif, comprendre c'était quoi la hype derrière ce fameux livre. Je l'ai lu, ça m'a fait peur un peu. Comme je vous dis, la mise en garde. Une fois que tu le lis, tu vois tous les trucs différemment un peu. S'ils rentrent dans Paris le 14 juin 1940, ils savent où ils vont. Ils vont dans les hôtels particuliers de la famille Rothschild. En Autriche, Nathaniel de Rothschild est quant à lui retenu par la Gestapo pendant plus de 13 mois, mais dans des conditions particulières. Emprisonné dans un hôtel particulier, il bénéficie d'un cadre de vie confortable pour un prisonnier, même s'il reste évidemment privé de liberté. Il sera ensuite libéré, mais seulement après avoir cédé des nombreuses entreprises familiales aux nazis. Le 6 juin 1944, 73 000 Américains débarquent sur les plages de Normandie. Avec leurs chars, ils marquent le début d'une offensive qui mènera à la libération de la France et la chute du régime nazi. Les Rothschild, eux, ont été pillés, emprisonnés, mais ils restent debout. En 1945, le descendant de la troisième génération de la branche française, Guy de Rothschild, s'attelle à une tâche colossale. À seulement 36 ans, il entreprend de reconstituer l'empire familial pillé et dispersé pendant la guerre. L'État français, ruiné, ne les indemnisera qu'à hauteur de 10% du montant pillé. La priorité de Guy... Tu vois, c'est des trucs comme ça que je te parle. On va leur redonner 10% de ce qui leur a été volé. L'Afrique, Haïti... Ça, non, les frères, vous êtes sortis de l'esclavage. Non, on va vous imposer des montants colossaux. Hein, vous allez devoir repayer votre dette pour votre indépendance, alors que si tu dis que chaque humain né égaux, on n'est même pas censé avoir de dette. Mais oui, vous allez repayer à la France tel montant. Ah bon? C'est comme ça qu'on joue le jeu. Je vous dis, yo, this shit don't make sense. C'est de récupérer les actifs. Même pas nous, on nous donne 1%, bro. Nous, on nous demande de redonner encore plus. Eux, ils ont subi même pas le 1/10. Je suis désolé. Ça parle de famine, oui, concentration, tout ça. Tu préfères ça ou prendre les coups de fouet, te faire prendre de chez toi, te faire directement déporter dans un autre pays, t'as plus aucun repère, coup de fouet, tu travailles jour, soir, nuit, t'es même pas payé en plus, hein. Non. Travaux forcés, tu t'accouples comme si t'étais un chien, donc frérot, au final, si c'est pour comparer, mais on mérite même pas un 5, non, 3, même pas 1%. De retour de... Ah, ok, c'est bon. Je capte.
qui ont été confisqués, comme par exemple la Compagnie des chemins de fer du Nord, le joyau du patrimoine des Rothschild. Il supervise aussi la restauration des propriétés emblématiques, à l'image du château de Ferrières, qui a été abandonné après l'occupation. En quelques années, les efforts de Guy redonnent à la famille son prestige. Il modernise la banque en sentant, et ce dès les années 50, l'impact qu'auront les nouvelles technologies sur la gestion d'une entreprise. Dans le même temps, Edmond Adolphe de Rothschild crée en 1953 la branche suisse Edmond de Rothschild, basé à Genève. Attiré par la stabilité et surtout la neutralité de la Suisse, il se concentre sur la gestion privée pour une clientèle ultra fortunée qui investit dans des projets prestigieux comme la station de ski de Megève ou encore des domaines viticoles. À cette époque, le nom Rothschild est plus que jamais associé au luxe et à la réussite. Les fêtes somptueuses de Marie-Hélène de Rothschild au château de Ferrières réunissent toutes les grandes personnalités de l'époque. Grace Kelly, Salvador Dali ou encore Yves Saint-Laurent. Tout le monde y est. Mais ce faste attire aussi les critiques. En France, le vent tourne côté politique. Le 10 mai 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir et prévoit un programme socialiste révolutionnaire. La gauche vise les grandes fortunes comme des symboles des inégalités à combattre. Les Rothschild, figures de proue de l'aristocratie bancaire, deviennent encore une fois une cible de choix. Moins d'un an plus tard, en 1982, la loi du 11 février est votée. La sentence est irrévocable. La banque Rothschild est nationalisée. Le choc est immense pour la famille. Le montant des actifs de la banque s'élève à l'époque à 3,4 milliards de francs. Comment, man? C'est quoi ces montants-là, frérot? Le montant des actifs de la banque s'élève à l'époque à 3,4. Yo, wow! À l'époque, hein? Aujourd'hui, ça doit être fois 1 million même. 4 milliards de francs. L'État leur versera une indemnité de seulement 500 millions de francs. Cette indemnité, 500 millions de francs. L'Afrique, c'est combien? Haïti, c'est combien? Yo, come on, man! nationalisation est perçue comme une injustice et la famille est dépouillée, comme en 1940. David et Guy de Rothschild sont contraints de quitter leur siège historique de la rue Laffitte. Peu à peu, les Rothschild sont marginalisés, mais ils refusent d'abandonner. Ils n'ont plus le droit de créer de banque et ouvrent alors un cabinet de gestion nommé PO Gestion. Avec patience et résilience, ils préparent leur retour. Et justement... Cabinet de gestion. Les gars, ça ressemble à quoi, ça? Cabinet de gestion. Gestion d'actifs, c'est comment? BlackRock, c'est comment? Comment ça, cabinet? Yo, vous voyez comment ça se cache? Fini les banques. Maintenant, c'est cabinet de gestion. Ok. Regarde, ça. Vas-y, explique-nous, dis-nous tout, Finari. Et PO Gestion. Avec patience et résilience, ils préparent leur retour. Et justement, après plusieurs années, un nouveau Premier ministre est nommé, Laurent Fabius. Ce dernier est moins à cheval sur les anciennes mesures socialistes. Sous son influence, la famille est de nouveau autorisée à diriger une banque d'affaires. Mieux encore, 2 ans plus tard, le vent tourne de façon spectaculaire. La victoire de la droite aux élections législatives de 1986 porte Jacques Chirac à Matignon. L'heure n'est plus à la nationalisation, mais à la privatisation. Ce grand retournement permet aux Rothschild de retrouver leur honneur et leur patronyme. Pour la 3e fois en 5 ans, leur société change de nom et PO Bank devient alors Banque Rothschild & Co, marquant un retour triomphal dans la finance. En 2003, une étape majeure est franchie avec la création de Concordia BV, une holding commune réunissant les branches parisiennes et londoniennes. Cette alliance stratégique vise à renforcer leur compétitivité face aux grandes banques d'affaires mondiales. Le nom Concordia fait écho à leur devise familiale Concordia, Integritas, Industria, Unité, Intégrité, Industrie. En 2015, Concordia BV devient Rothschild & Co, symbolisant leur volonté d'unifier leurs images. Cette transformation provoque aussi des tensions. La branche suisse, Edmond de Rothschild, spécialisée dans la gestion de fortune, y voit une atteinte à son identité. Le conflit autour de l'usage du nom atteint son paroxysme en 2015, mais un accord est finalement signé en 2018. La branche franco-britannique conserve l'usage exclusif du nom Rothschild & Co, tandis que le site web rothschild.com est co-géré par les deux entités.
Il faut bien le dire, les Rothschild, connus pour leur discrétion, se trouvent rarement impliqués dans des conflits publics tels que celui concernant l'usage de leur nom. Mais c'est d'ailleurs cette discrétion qui a toujours suscité des soupçons et des théories du complot, notamment en raison de leur lien étroit avec la politique française. La branche parisienne excelle dans l'art d'attirer des talents issus des hautes sphères de l'administration, souvent des énarques. Parmi eux, un certain Emmanuel Macron, alors jeune inspecteur des finances, rejoint Rothschild en 2008. Ce recrutement, directement en rang d'associé, ne s'explique pas par ses compétences financières, qui sont jugées correctes, mais bien par son carnet d'adresses impressionnant. Macron, surnommé le Mozart de la finance, devient millionnaire grâce au célèbre deal Pfizer qu'il aura piloté. Yo, alright. Yo, come on, man. Yo, les gars, come on, man. Yo, come on, man. Les gars, come on. Les gars, come on. Il y a que moi qui y pense là tout de suite. Yo, alright. Yo, on est où là? Yo, on est où là? Yo. C'est trop facile. Mais est-ce que tu me niaises? Là, on parle de 2008. Yo, oh my God! Travail sur Rothschild, grand banquier financier, Pfizer, calcul en 2020, 2024, 2025. Pfizer qui monte en bourse, le Covid, hein, contrôle, pandémie, tout ça, confinement, hein. Pouvoir militaire, policier, contrôle chacun chez soi. On regarde, tout est contrôlé. Yo, bro, what? Yo, on est des pions, frérot, des pions. Devant nous, ils jouent. Qui sont jugés corrects, mais bien par son carnet des finances, rejoint Rothschild en 2008. Ce recrutement, directement en rang d'associé, ne s'explique pas par ses compétences financières, qui sont jugées correctes, mais bien par son carnet d'adresses impressionnant. Macron, surnommé le Mozart de la finance, devient millionnaire grâce au célèbre deal Pfizer qu'il aura piloté. Lorsqu'il reviendra en politique, beaucoup y verront un conflit d'intérêts. Cela ne manquera pas de faire un scandale et de renforcer l'image des Rothschild comme l'un des faiseurs de roi de la Ve République. Mais au-delà des polémiques, ce qui frappe, c'est tout ce que contrôle encore aujourd'hui la famille. Côté finance, Rothschild & Co est présent dans 43 pays et emploie plus de 4200 personnes. Son activité se divise en 3 branches. La première, c'est le conseil financier. Ils accompagnent les entreprises, les gouvernements ou encore les familles dans des opérations de fusion-acquisition ou de restructuration. Cette branche opère principalement au Royaume-Uni, en France et même aux États-Unis où ils opèrent sous le nom de Rothschild & Co US. Côté private equity, ils sont présents en France et au Royaume-Uni avec leur fameuse branche Five Arrows. Et enfin, la branche banque privée qui gère le patrimoine de clients fortunés. Ils sont particulièrement actifs en Suisse et en France avec Rothschild Martin Morel. Dans le domaine viticole, la famille Rothschild est également très impliquée. Ils possèdent parmi les domaines les plus prestigieux au monde comme Château Lafite Rothschild ou encore Château Mouton Rothschild à Bordeaux qui produisent des crus parmi les plus réputés de la planète. Enfin, au niveau immobilier, on retrouve des propriétés emblématiques comme le château de Ferrières qui a traversé les âges ou encore la station de ski de Megève. Quant à leur fortune, elle est presque impossible à estimer. Elle est répartie entre de nombreux descendants et investie dans des secteurs très variés, souvent privés. Au château, là, il doit y avoir des snipers H24 en train de tout le temps inspecter, voir s'il y a des ennemis en vue. Parce qu'avec tout ce cash-là, là, c'est impossible que tu as l'adresse. Yo, attends. Mais non, bro. Et difficile d'accès. Cette discrétion légendaire alimente toutes les spéculations. Les estimations vont de chiffres plutôt réalistes comme 500 milliards d'euros à des montants totalement extravagants comme 20 000 milliards d'euros. Mais personne ne sait. En l'espace de 250... C'est ça l'affaire. Personne ne sait l'information. C'est quoi? Eux, ils sont trop haut, plus haut que l'État, qu'on va même pas calculer combien ils font par an. Juste, on les laisse œuvrer.
50 ans, la famille Rothschild a su transformer l'héritage de Mayer-Amschel en un véritable mythe. Leur nom a traversé 2 siècles et toutes les guerres. Une chose est sûre, les Rothschild restent une dynastie unique dans l'histoire. Alors, visionnaire ou banquier cupide? À vous de débattre dans les commentaires. Attends, let me see the comments, bro. Main forte la musique, très bonne vidéo, résumé court. Avant de regarder la vidéo, excellente vidéo. Ah ouais, il y a personne pour débattre là. Il y a personne pour théoriser. 20 000 milliards, c'est 6 à 7 fois plus que le PIB de la France. Bro, we're cooked. We're cooked. Ben oui, on les baisse tous les jours. Pourquoi pas redistribuer l'argent? Non, c'est tout le temps plus. Tout le temps plus. Mais le truc sur Macron, là, c'est effrayant. Ça, je savais pas.